5 parce que c'est une pompe à chaleur. Donc, je ne sais pas s'il y aura des... Moi, je n'ai pas fait GEN, hein, j'ai fait du matériau. Je ne sais pas s'il y aura des génies énergétiques parmi vous, mais c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles vous pouvez être amené à travailler, les pompes à chaleur. Donc, déjà, en premier cycle, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour comprendre pourquoi ça marche, une pompe à chaleur. Et pourquoi vous allez dépenser moins d'énergie à chauffer une masse importante avec une pompe à chaleur plutôt qu'avec un radiateur électrique. Ou, voilà. Pourquoi vous avez de la différence? Où est-ce que vous récupérez de l'énergie? Et pourquoi ça vous coûte moins cher en termes énergétiques? Donc, dans un premier temps, on va regarder juste ce qui se passe pour le 4.3. Et on aura pile le temps de faire ça à la fin parce qu'il ne nous reste que 20 minutes. Autant les utiliser à faire quelque chose du programme. Le 3. Et la semaine prochaine, on fera le 5. Peut-être pas uniquement le 5, mais au moins le 5. J'essaierai de vous en trouver un autre. Après, on attaquera la thermochimie, effectivement. Et on va faire un dernier exercice de ce chapitre 4 avant de passer à la thermochimie. La thermochimie, ce sera probablement notre dernier chapitre. Hein. Après, l'année, elle se termine méchamment parce que la semaine prochaine, on n'a pas TD, puisque c'est l'ascension. Et donc, du coup, il nous reste assez peu de séances, en fait, globalement. Il nous en reste 3 ou 4. 3 ou 4, je ne sais plus. Je n'ai pas fait le compte. Donc, dans cet exercice 3, c'est encore une histoire de changement d'état. Et donc, on a un changement d'état qu'on met dans des situations assez particulières. Je vais vous laisser le lire. Je vais vous donner 3 minutes pour le lire. C'est l'histoire d'une ampoule d'eau qu'on vaporise. On a de l'eau liquide et on la vaporise de 2 manières différentes. Soit on la vaporise de manière réversible en ajustant la pression pour rester dans des conditions isobares, soit on la vaporise de manière irréversible, c'est-à-dire que je prends une ampoule, je la mets sous vide, je place l'ampoule dans une enceinte à vide, je la casse, et d'un coup, elle se vaporise d'un coup. On ne peut pas imaginer moins réversible que ça. Parce que si vous avez essayé de faire re-rentrer la vapeur d'eau dans son ampoule après, vous comprendrez que ce n'est pas réversible du tout. C'est l'exo 3, le 4.3. Je vire le 4.5. Pendant que vous lisez le truc, moi, je recopie les données. Comme d'habitude, ça permet de se fixer les choses. On se met à 100 degrés. Et à 1 bar. Et c'est tout. Hein. On a 10 grammes d'eau. Bon, je vous épargne le calcul, ça fait 0,56 mol. Parce que maintenant, vous savez tous, enfin, c'est pas le genre de choses sur lesquelles on va insister. Vous savez faire. Donc, dans un premier temps, cette brave ampoule d'eau, on va la mettre dans une enceinte et on ne va pas trop la brusquer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle se vaporise, on va ajuster le volume de l'enceinte de manière à ce que sa pression reste à tout instant 10 puissance 5 bar. Et donc, voilà, vous la maintenez au contact d'un thermostat. Donc, vraiment, vous êtes dans des conditions très, très particulières. Vous avez votre enceinte ici avec un piston. Alors, le piston, voilà, comme ça. Dessous, vous avez un thermostat à 373 K. Donc, ça vous garantit que tout ça est isotherme. Et vous avez l'eau qui est ici. Et au fur et à mesure que vous l'évaporez, ben vous poussez le piston de manière à pouvoir accommoder la variation de volume de votre eau et faire en sorte que la pression reste toujours égale à elle-même, c'est-à-dire à 1 bar. Le piston soumis à une pression constante.
P1. Donc en plus, vous êtes isobar, vous êtes isotherme, vous êtes isobar, vous êtes iso beaucoup de choses. Donc ça, c'est la situation initiale. Ici, l'eau est liquide. Et la situation finale, on aime bien faire ce genre de bilan en thermo. Hein, vous savez qu'il y a pas mal de delta partout. La situation finale, ben, vous êtes à T1 égale 373 K aussi. Vous êtes à P1 égale 1 bar encore. Vous avez le volume final que. Alors, le volume final, on peut l'appeler VF, qu'on ne connaît pas. Et évidemment, ben, vous avez la même quantité d'eau, puisque tout ça est fermé. La première question, elle est facile. La première question, ça, vous savez faire depuis tout petit, c'est-à-dire depuis 5 semaines. C'est quel est le volume final? Qu'est-ce que vous en pensez? En distance, vous avez le droit aussi de participer si vous n'êtes pas endormi. Oui, l'état final. Oui. Donc voilà, c'est la routine. C'est un gaz parfait, il est entièrement évaporé. Et donc, ben, vous pouvez compter sur la loi des gaz parfaits pour vous donner la réponse. Et cette loi des gaz parfaits, si je retrouve mon curseur, il est là, elle va vous dire que VF, c'est nRT1, puisque vous êtes à T1 sur P1. Donc, ici, c'est un gaz parfait. Donc, l'information importante là-dedans, la difficulté, s'il y en a une, de cette première question, c'est de bien identifier qu'à la fin, vous partiez d'un liquide entièrement liquide, vous arrivez à un gaz entièrement gaz. C'est tout. Gaz parfait, toute l'eau est gazeuse. Donc ça pose aucun problème. Par contre, calculer pour l'évolution précédente la quantité de chaleur Q reçue par l'eau, la variation d'entropie, les variations d'entropie. Alors ça, c'est plus difficile peut-être. On va commencer par les chaleurs. Peut-être qu'on aura le temps uniquement de faire les chaleurs aujourd'hui, puis on finira demain. Enfin, demain. La prochaine fois, c'est-à-dire dans 2 semaines en fait. Hein. Ouais, ça fait quand même. Ouais. On finira ça dans 2 semaines, tant pis. Hein. La chaleur. Donc, on va réfléchir à la chaleur et puis on fera le reste après. Le reste est assez facile, hein, l'entropie, etc. On est dans une transformation réversible ici. Hein. Donc, on va le marquer parce que c'est le genre de mot-clé qu'il faut chasser dans vos énoncés. Qu'est-ce que j'ai comme arme pour trouver la chaleur échangée dans ce contexte-là? Alors, c'est là où il faut faire la compilation de tout ce que vous savez comme formule, en fait, hein, et remettre ces formules-là dans leur contexte, c'est-à-dire trouver la bonne, en gros. Il va falloir utiliser la chaleur latente. Alors, la chaleur latente, vous l'avez, je crois. Alors, on va la définir si on ne l'a pas. On va faire comme avec le glaçon. Chaleur latente. On va l'appeler L. Je ne sais pas si vous l'avez, la chaleur latente, mais si c'est de l'eau, c'est la même que celle qu'on avait tout à l'heure, 333 joules par gramme. Pour l'instant, on va garder des valeurs littérales. Donc, moi, je l'ai quelque part. Je ne sais pas si je l'ai, la chaleur latente, quelque part. Vous l'avez en kilojoules par mol, il y a 0,56 mol. Tu me la rappelles en kilojoules par mol, s'il te plaît? Kilojoules par mol à 100 degrés. 373 K. Ok, merci. Bon. Alors, parlons-en. Dans le temps qui nous reste, on n'a plus le temps de faire ça. Parlons-en de cette chaleur latente.
où est-ce qu'elle intervient dans mes bilans énergétiques, dans quelle formule elle va rentrer, et comment est-ce que je vais la relier à la chaleur Q que je cherche. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Et pourquoi c'est la même chose, si ça l'est? Je vous dis ça parce qu'on va avoir deux cas. On va avoir deux cas, un cas réversible et un cas irréversible. Dans un cas, vous aurez une parfaite identité entre chaleur Q que j'ai indiqué ici et l'enthalpie, la chaleur latente de fusion. Dans l'autre cas, ça ne sera pas vrai. Donc, on va essayer d'identifier ces cas-là déjà. Donc, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour répondre à la question? Comment est-ce que je relie L à Q que j'ai noté ici? Oui. Oui. Alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis, elles sont toutes justes. Je vais simplement les remettre dans l'ordre. La chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est qu'effectivement, on a une transformation isobare et que, en fait, la chaleur latente de fusion, on appelle ça souvent l'enthalpie de fusion. Et donc, si vous voulez avoir la variation d'enthalpie, delta H, donc l'enthalpie, hein, oui, l'enthalpie, vous savez ce que c'est. Cette variation d'enthalpie, je peux la relier à ma chaleur de fusion en prenant la chaleur latente de fusion et en multipliant par la masse d'eau. Ça, c'est la masse d'eau. Monsieur? Oui. Mais pourquoi on utilise de la chaleur latente de fusion alors que là, on est dans un cas où c'est une vaporisation? La chaleur latente de vaporisation, j'ai dit fusion? Oui, Je c'est un lapsus, c'est la chaleur latente de vaporisation. Tu as complètement raison. J'étais encore dans mes glaçons, moi. Non, 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 c'est bien une chaleur latente de vaporisation. Merci pour cette rectification. Oui, c'est Mohamed Ali qui parle, oui. Parce que j'ai une chaleur... Ah oui, c'est par mol, donc c'est Ln. Du coup, oui, je suis encore dans mes glaçons jusqu'au bout, moi. C'est Ln, on a une chaleur latente par mol. Donc on prend la chaleur latente en kilojoules par mol, moins 1, et on multiplie par des mols pour avoir des kilojoules. Tout à fait. Pas tout alors, ici, on va faire le calcul, puis on va voir. Delta H. Alors, est-ce que je vais peut-être rester sur cette feuille? On va voir. On va prendre une autre feuille. Delta H, c'est quoi? Donc, déjà, H, c'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez de la définition de H? U plus PV. Alors, ça fait partie des piliers de la thermodynamique. Donc, il faut vraiment les avoir bien en tête. Vous avez l'énergie interne qui est W plus Q. Donc, ça, c'est toujours des choses importantes. Donc, delta H, c'est quoi? C'est delta U. Donc, plutôt, ça, c'est delta U. Hein, c'est plutôt que U. Delta U plus delta PV. On est toujours d'accord. Si on développe cette chose-là, on a delta U plus P delta V plus, je ne vais pas avoir la place évidemment, plus P delta V plus V delta P. Vous suivez toujours? Bon. Là où ce que tu disais est vraiment important, c'est qu'on est dans une condition isobare. Donc, comme on est dans une condition isobare, cette chose-là, c'est nul. Ça, c'est isobare. Donc, il me reste delta U plus P delta V. Et delta U, c'est ça. Donc, c'est W plus Q plus P delta V. Alors moi, en tant que physicien, j'aime bien voyager léger en termes d'équations. Donc, c'est vrai que j'aime bien repartir de là, d'avoir deux équations à ma disposition, puis de retrouver toutes les autres, parce que de toute façon, elles s'imbriquent comme ça les unes dans les autres. Est-ce que je ne pourrais pas me débarrasser encore de quelque chose ici? Oui? Excuse-moi. Ouais. Ce travail-là,
on est isobar et on est réversible. Les deux sont importants, hein, parce que sinon je ne sais pas faire l'intégrale. Cette chose-là, c'est W, c'est moins P, delta V. Du coup, ben voilà, mon delta H devient Q. Au moment où vous dites j'ai la chaleur latente d'évaporation, c'est bien de l'évaporation, et je sais que dans les conditions isobares, la variation d'enthalpie est égale à la chaleur, c'est parfaitement juste. Juste, simplement, rappelez-vous que ça n'est valable que dans les cas réversibles. C'est-à-dire que si je veux pouvoir mettre W égale moins P delta V et éliminer ce terme qui est ici, qui est le terme d'enthalpie non lié, enfin il est lié au travail, mais il est lié à une variation de volume qui n'est pas forcément liée à un calcul de travail. Mais ces deux termes sont identiques, c'est-à-dire que le P delta V que vous avez ici et le moins P delta V qui est ici sont identiques uniquement si vous avez réussi à calculer le travail de manière réversible en conditions isobares qui vous donne ce moins P delta V pour le travail. Ça vous fait quand même quelques... Oui, j'écoute, Mohamed Ali. Oui, mais la prochaine fois, elle ne sera pas réversible. Dans la deuxième condition, elle n'est pas réversible. Ça veut dire que tu maintiens les conditions dans lesquelles tu vas justement avoir cette identité entre ce terme qui est le terme d'enthalpie et ce terme qui est le terme de travail. Lorsque tu es réversible, ils sont rigoureusement identiques. C'est ce que j'étais en train de vous dire à tous. Et quand tu n'es pas réversible, ils ne sont pas identiques. Ils ne sont pas identiques et donc tu ne vas pas pouvoir te débarrasser de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que dans cette équation-là, qui se simplifie pour faire delta H égale Q, elle peut se simplifier à cause de l'identité entre ça et ça. Signe opposé. À partir du moment où c'est non réversible, c'est plus possible de faire ça. Ben, tu vas voir que non, parce que dans le deuxième cas, il n'y a pas de pression extérieure contre laquelle se battre. Et donc, tu n'as pas identité entre le travail que tu as fourni lors de la transformation et le terme P delta V d'enthalpie. C'est là où est la grosse différence. Donc, du coup, on a à peine le temps de le faire, mais je vais quand même, il nous reste 3 minutes, mais puisque Mohamed Ali en parle, et pour gagner du temps pour la prochaine fois, je vais vous montrer où est la différence avec le cas irréversible. Déjà, le truc à laquelle on arrive, delta H égale Q, c'est-à-dire que Q est égal à L multiplié par le nombre de moles. Donc ça, c'est voilà, la réponse à la question dans le cas réversible, elle est claire et nette. On peut même se payer la variation d'entropie dans le cas réversible. Parce que la variation d'entropie dans le cas réversible, ça va donner quoi, à votre avis? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est... Donc, si vous hésitez, ça peut faire une petite révision. Si vous évitez, vous partez du début, c'est-à-dire de la définition, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai besoin de la quantité de chaleur élémentaire réversible échangée divisée par la température pour avoir ma variation infinitésimale d'entropie, le ds. Je me paye un d à gauche parce que c'est une fonction d'état. Par contre, à droite, j'ai un delta parce que je ne suis pas sûr de pouvoir intégrer correctement. Attention, c'est ce que je vous disais dans mon message par courriel la dernière fois, la variation d'entropie du système, j'ai besoin d'avoir la variation réversible de chaleur. La réversible est très, très, très important. C'est pas très difficile cette chose-là. Pourquoi? On connaît la chaleur et deuxième chose, on est isotherme. Donc, tout ce dont je vais avoir besoin pour calculer delta S, c'est la chaleur sur la température. Je n'ai pas l'intégrale parce que tout est constant. Cette chose-là, la température, est une constante.
Ça va pour l'entropie ici? On est dans des conditions réversibles. Donc, la variation d'entropie du système extérieur sera la même que la variation d'entropie du système est opposée. La même en valeur absolue est opposée, de manière à ce que l'entropie de l'univers reste zéro. Je n'insiste pas là-dessus, c'est bon pour tout le monde. En 3 secondes, qu'est-ce qui se passe? Et on reprendra ça, hein, on le refera au prochain TD. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez 10 grammes d'eau, que vous mettez dans une enceinte vide et que vous cassez l'ampoule, vous la cassez et ça s'évapore. La différence fondamentale, et j'arrêterai là pour vous libérer à temps, c'est que lorsque vous calculez le travail, ce travail-là, donc là on est en irréversible, ce travail-là c'est 0. Pourquoi? Parce que vous avez un dW égale moins P delta V, moins P dV, et que vous êtes dans une enceinte à vide. Vous êtes dans une enceinte à vide, donc il n'y a pas de pression extérieure. Et comme vous n'avez pas de pression extérieure, ce P-là s'autodétruit. Il faut vraiment imaginer une transformation super rapide. Hein. Vous êtes à l'état d'eau, d'un coup, vous êtes vaporisé dans la pièce. Donc, pendant ce temps très très court, vous n'avez pas eu à vous battre contre la pression extérieure, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. D'un point de vue technique, pression le vide, c'est 10-11 millibars à peu près. C'est jamais super vide, hein, il reste quand même des trucs. Mais il faut imaginer du vide absolument total. Voilà. Je vais arrêter là. Essayez peut-être pour la prochaine fois de voir ce que ça change pour le calcul de Q. Vous allez voir que c'est très 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 rapide. Mais sans cette condition-là, on peut tourner en rond assez vite. C'est pour ça que je vous le donne. Et la prochaine fois, on repart de là et on fait le calcul de Q et on fait l'exercice numéro 5. Voilà, je vous souhaite